Bonsoir, une fois de plus, un peu de culture dans vos assiettes, dans vos oreilles et dans vos cœurs. Alors nous allons bébé ce soir avec un jeune homme qui nous a fait plaisir de venir nous parler de sa littérature. Un jeune homme que nous allons prier ce soir de sortir son caleçon de la bouche et ne pas nous faire de concessions. J'ai nommé Max Lobé. Bonsoir Max, comment vas-tu? Ça va très très bien. Merci d'être venu à cette soirée littéraire. Alors ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation de Mia pour faire un peu bébé ce soir. C'est un grand plaisir pour moi. C'est vraiment un plaisir. Quand j'ai reçu cette invitation, je me suis dit on va le faire. C'est clair, on va le faire. C'est étonnant. Un ouvrage que nous avons découvert ce mois-ci, donc 39 rue de Berne. Ça se passe à Genève et c'est toi qui en es auteur auprès des éditions Zoé, si je ne me trompe pas. C'est exactement ça. 39 rue de Berne nous plonge directement dans un contexte, la fameuse rue de Berne genevoise, très croustillante avec ses filles, avec les dealers, avec tout ce qui la remplit. Et puis je me suis dit, c'est là que doit se dérouler cette histoire helvético-africaine, parce qu'on fait des va-et-vient entre l'Afrique, notamment le Cameroun, et plus précisément Douala, et Genève en Suisse. Effectivement, nous avons suivi avec étonnement le récit à cause de ton jeune âge. Hein. Donc le récit est grave. Nous nous sommes rendus compte que derrière cet univers de gaieté, de naïveté ou d'innocence et d'humour, il y avait quand même un drame qui se jouait, un drame helvético-camerounais, comme tu le dis, mais c'est un drame grave, n'est-ce pas? C'est grave, bien sûr. Les faits soulevés dans le livre sont des faits graves. Mais il y a encore un lecteur qui me disait récemment, mais tout est pourri dans le livre, tout est pourri, même les personnes qu'on se disait, mais non, quand même pas lui, mais tout est pourri. C'est un système qui est façonné comme ça depuis le Cameroun jusqu'en Suisse. On se rend compte qu'on ne peut faire confiance en personne. Mais c'est pas parce qu'on parle de quelque chose de grave qu'on ne peut pas rire. C'est vrai. Qu'on ne peut pas rire. Moi, j'ai été très marqué par cette littérature négro-africaine qui parle des difficultés de l'Afrique, des difficultés des immigrés en Afrique, tout en gardant un certain ton de drôlerie comme ça, oui, comme si en fait voilà, on parlait de quelque chose de normal. Et moi j'ai constaté ça plusieurs fois dans les communautés africaines. À chaque fois que je me retrouve avec des cousines et autres, des fois elles me racontent des histoires. Mais je dis mais ça s'est vraiment produit. Mais on en rit. Il y a une femme qui s'est fait tuer par son mari. On en rit. Et c'est ça que je trouve excellent. Et peut-être on va parler de la langue et tout. Et je me disais mais on ne peut pas raconter ces histoires-là en parlant le français de Paris. On ne peut pas le faire. C'est vrai. En tant que mianote, et par rapport à beaucoup de gens qui nous suivent, en général, on aime ce rapport à l'Afrique authentique. Tu ramènes dans ton récit des particularités africaines. Donc, est-ce que l'écrivain africain s'est affranchi de la technicité
de la langue française. C'est une vieille histoire. Ça, c'est une vieille histoire. J'ai eu la possibilité d'en parler avec des grands frères écrivains africains. C'est un gros débat sur la langue française. Vous savez, j'aurais pu parler aujourd'hui avec vous, je ne sais pas moi, l'espagnol, peut-être le portugais, peut-être l'allemand, notamment pour le Cameroun. Mais on est en train de parler français. Mais c'est un héritage. C'est un héritage historique, un héritage colonial qu'on ne peut pas refuser. Mais comment est-ce qu'on peut s'approprier de cet héritage-là? Il y a d'autres qui l'ont déjà fait. Il y a Kourouma qui l'a fait de manière exceptionnelle, Henri Lopez, et j'en passe. Mabankou aussi. Mabankou aussi. Mais récemment, je posais une question à Mabankou à la radio. C'était le travail. Vous savez, aujourd'hui, dans la littérature africaine, ou alors dans le milieu littéraire africain, on parle du vol de la langue. C'est le fait d'arracher une langue qui ne nous appartient pas. On se dit, mais pourquoi pas retourner à nos langues traditionnelles? Mais comment est-ce qu'on va retourner à nos langues traditionnelles, par exemple dans les universités, dans les écoles? Je me rends compte que c'est pas très possible, qu'il y a une mixité ethnique comme ça en Afrique qui fait que c'est pas possible. On a besoin de cet héritage forcé. On a besoin, c'est le mal nécessaire entre guillemets. On en a besoin. Et je me rends compte que Mabankou, lui, il le fait. Vers Cassé, les mémoires de Porc-Épic, Black Bazar, même bien avant African Psycho, oui, il fait ce travail de la langue, mais je me dis, dans le travail de la langue africain, il y a plusieurs courants. Oui. Je me rends compte que le travail de la langue fait par Kourouma, oui, c'est la traduction même de sa langue traditionnelle. Okay. Ça veut dire que moi qui parle Bassa et Douala, c'est comme si je traduisais mes phrases, oui, du Bassa vers le français. C'est ce que Kourouma fait, il traduit le malinké pratiquement vers le français. On s'en rend compte quand on lit notamment Allah n'est pas couché, n'est pas obligé. Oui, Allah n'est pas obligé. Allah n'est pas obligé. On voit ce parcours de ce garçon avec une façon de parler dont le rythme, oui, est très malinké. Et c'est ça, le rythme. C'est pas le fait de mettre un mot de Lingala, un mot de Bassa, c'est le rythme et la façon de penser la phrase, la tresse de la phrase. Comment tresser une phrase, comment faire la natte de la phrase. Parce qu'il y a plusieurs éléments comme ça, il faut les tisser, les natter tous ensemble pour en faire un. Et ça, on peut le faire à la parisienne, oui, on peut le faire à l'africaine. Chacun fait comme il peut. Puis je voudrais mentionner une autre chose, c'est que vous savez, le français, le français est francophone, mais la francophonie n'est pas française. Le français n'est pas... Le français est francophone, mais la francophonie n'est pas française, encore moins parisienne. La francophonie, c'est tout un ensemble de pays qui partagent, peut-être, elle est devenue beaucoup plus politique aujourd'hui, mais qui partagent la langue française. Et après, c'est chacun qui la modèle en fonction de sa culture. Ok, oui, en tout cas, c'est un voyage énorme que tu permets à travers ton ouvrage, dans la langue aussi, les langues africaines, parce que de temps en temps, il y a Mbongo pour parler encore plus génériquement de ce que nous connaissons tous comme argent, voilà. Et puis bien entendu quelques mots dans diverses langues au Cameroun même. C'est-à-dire du Douala, le Bassa, quand je parle de honte, et c'est vrai, de honte. Quand je vais souvent voir mes tantes à Genève. Oui. C'est vraiment la maman africaine. Exact. Puis elle me dit, oh, mon fils, faut t'asseoir, je te raconte. Parce que j'ai plusieurs tantes Betty, les mariages. Oui. Et puis, il y a des histoires qu'elle me raconte qui m'inspirent beaucoup. Et je me dis, comment est-ce que je peux faire pour relayer ces histoires? Comment est-ce que je peux faire pour que les lecteurs écoutent l'accent, oui, de ma tante, pour qu'ils écoutent les mimiques, oui, pour qu'ils voient les mimiques, pour qu'ils voient les gestes de ma tante? C'est là qu'on est obligé de travailler sur la langue. Okay. Et en langue bassa, quand on a tellement honte, déjà honte, la honte, on dit on est malade de honte. Malade de honte. Si je dois traduire, on est malade de honte, on est malade de colère, on est malade pour tous les sentiments. Et à un moment, quand
quelqu'un a tellement honte, on dit il avait tellement honte qu'il avait de honte. Ça, c'est vraiment la traduction à la Kuruma. Je me dis, je peux pas. Comment tu fais pour dire à un roman suisse, que c'était la honte, c'était pas le petit frère de la honte, mais le grand frère de la honte. Le grand frère. Comment je fais pour le lui dire? Je suis obligé. Donc c'est ce qui m'amène dans ce parcours de langue très influencé justement par le Congo. Congo. Bien sûr. Hein? C'est un pays énorme qui a des influences partout, des influences culturelles en Afrique et au Cameroun notamment. On danse beaucoup le ndombolo, on mange beaucoup le fumboa, en tout cas qui a un autre nom au Cameroun et tout ça. Donc on partage beaucoup de choses culturelles, mais surtout, on est des Bantous. Des Bantous, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on est des Bantous. On dénote avec une certaine fierté quand même dans certaines phrases de certains personnages. À certains moments, quand la mère fait souvent sa princesse bantou et tout ça, ça nous fait sourire. C'est affectueux aussi vis-à-vis de nos mamans. Je me suis j'ai jamais réussi à me couper de l'Afrique. Jamais. Ça fait bientôt 9 ans que je vis en Suisse. Mais plus je vis en Suisse, plus je me sens africain. Plus je me sens bien en Suisse, plus je me sens africain. Il y a un ami qui me disait, mais t'as qu'à retourner en Afrique alors. Il me dit, mais bon, mais si je pouvais le faire, je le ferais volontiers. Mais parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui font que, voilà, on ne peut pas. Mais je me sens profondément africain, profondément. Des fois, je le revendique sans en être terroriste, fanatique, mais je le revendique fortement. Oui. En tout cas, je voulais te féliciter aussi parce que ton langage, le ton que tu donnes, il fait écho dans la diaspora. Aujourd'hui, toi et moi, nous faisons partie de la diaspora de nos respectifs pays. Ici, en Suisse, par exemple. Il y en a aussi en France et partout ailleurs. Est-ce que c'est conscient, ça, écrire comme quelqu'un qui n'est pas forcément là-bas? Oui, c'est complètement voulu. J'entends chaque mot, ce livre, j'entends chaque mot, chaque virgule, chaque ponctuation est voulu. Rien n'a été mis par hasard, rien n'a été laissé par hasard, non, mais vraiment chaque mot est pesé. Et pour moi, je ne peux que parler comme ça. 2 raisons pour expliquer cela. La première raison, c'est que j'écris en partant de moi, en partant de mes propres réalités. Et je suis comme ça. Je suis, comme c'est décrit dans le livre, cette façon de parler, j'ai cette façon de parler là. Mais il y a la deuxième chose, c'est qu'il faut respecter le narrateur. Il faut respecter Dipita. Et Dipita, il ne va pas parler comme un fribourgeois, comme un Lausanne. Non. Dipita, il est né à Genève, certes, mais il a fait des va-et-vient entre le Cameroun et la Suisse. Et de cela, il est resté quelque chose. Donc, il faudrait respecter son narrateur, parler comme son narrateur, entrer dans le personnage du narrateur. Et plus on se rapproche de ces centres, plus on essaye de trouver la vraisemblance du personnage, plus on devient comme lui. Et donc quelque part comme moi. Parce qu'entre Dipita et moi, il y a une très grande ressemblance, il y a une très grande symbiose. Donc je n'ai pas de difficulté à entrer dans le narrateur, dans son corps, dans sa tête. Et oui, c'est voulu. C'est vraiment voulu de parler comme ça parce que c'est lui, c'est comme ça qu'il est. Donc on avait raison, Amia, de penser que c'est un ouvrage pour les enfants de la diaspora et pour les enfants qui sont partout en Afrique. Maintenant, Max, il est plutôt quelqu'un du villageois, ou il est plutôt quelqu'un de la cité, de la ville, de la grande ville du Broawa? Ça, on n'a pas su déceler ça dans... Je suis né en 86 à Douala, à la Kentini. Et ma mère qui me dit souvent, et toi tu ne me parles pas comme ça parce que c'est pas toi qui m'as accouché à la Kentini. C'est ma mère qui dit ça. Je la rencontre maintenant très très souvent parce que
Elle est là depuis un bout. En Suisse, elle ne se porte pas très bien. Elle est venue se faire soigner. Et hier soir, j'étais avec elle. Et il y a cette façon de parler pour moi. Je me retrouve très facilement dans le truc. Donc, je suis né à Douala. J'ai grandi à Douala. Et j'ai toujours été à Douala. Ok. Donc, la partie rurale, je l'ai connue très peu. Ok. Je suis de Longassé. Longassé, c'est vraiment à la frontière entre le Vouri et la Dibamba. Ok. Donc on nous appelle des chauves-souris, ils sont ni Bassa ni Douala, on ne sait pas, c'est pour ça que je m'appelle Lobé. On ne sait pas à quel niveau ils se trouvent. Et mon village Longassé, j'y suis allé 2 fois. On nous interdisait, en tout cas les parents ne voulaient pas qu'on y aille parce qu'on disait qu'il y avait de la sorcellerie. Ah bon, ça on connaît tous. Hein. Voilà, donc j'ai pas vraiment pu connaître, mais moi je reste très curieux. Okay. J'ai beaucoup lu sur l'histoire de mes ancêtres, j'ai cherché moi-même, surtout quand je suis arrivé ici. Okay. Je sais pas, mais il y a 2 choses. Quand je suis arrivé en Suisse, j'ai vécu à Lugano pendant 4 ans, 4 ans et demi. En faisant communication, des études en communication et journalisme, dans une langue qui n'était pas la mienne, en italien. Voilà, totalement autre chose. Totalement autre chose. Et puis là, on se rend compte de ce qu'on n'est pas de là. Okay. On vient d'ailleurs. Oui. Et on se dit, mais comment ça se passe chez nous? Voyons. Faisons arrêt sur image. Le fait d'être aussi loin du pays permet d'avoir une sorte de vue d'ensemble comme ça. Et de se dire... il y a des choses que je n'ai pas vues quand j'étais là-bas. Okay, oui. C'est à partir d'ici que je revois. Aussi, il y a le temps qui passe, là, on grandit, on devient plus mûr. Je me dis, mais non, il faudrait que j'apprenne beaucoup, en fait, que je rentre dans mes racines, que je me retrouve, que je sache d'où je viens. Aujourd'hui, moi, je vais dire que je suis un gars de Douala, de la Cité des Palmiers, tranquille. Et citoyen du monde. Et citoyen du monde, parce qu'évidemment, les voyages, une fois qu'on est ici, on tourne partout, on monte, on descend. Mais il y a encore un dernier truc que je voudrais dire, c'est par rapport au village, quand on est en Afrique, est-ce que nos villes sont des villes pour nous qui sommes ici? Vous savez, j'ai lu... Est-ce que nos villes sont nos villes? Sont des villes, perçues à l'occidental. Vous savez, j'ai lu dans Le Temps, ils ont parlé du livre, et puis ils ont parlé de Dipita qui faisait des va-et-vient entre son village et la... Je me suis dit, mais c'est scandaleux. Mais à quoi c'est pas un village? Mais attendez, mais à quoi c'est la ville, là, Douala? Puis, avec un peu de distance, je me suis dit, mais peut-être ils ont raison quand même. Nos villes africaines sont très ambivalentes. On est entre la partie très moderne, j'entends pour ceux qui connaissent Douala, et des autres villes africaines, c'est le propre de la ville africaine, la partie très développée, et puis de l'autre côté, la masse qui croupit dans les bidonvilles, dans les solokwata, comme on dit chez nous, les solokwata. Non, mais j'entends, c'est pas là le propos. Qu'on soit de la ville ou du village, moi j'entends c'est une discrimination. Je connais des gens du Lage avec qui j'ai toujours eu des très bons rapports, très bons rapports. Dans ce livre d'ailleurs, le personnage de l'oncle, c'était un oncle à moi qui est arrivé du village et qui a vécu avec nous et qui aujourd'hui est décédé. Vous savez, en Afrique aujourd'hui, quand on est ici, on apprend tout le temps par téléphone, tel est mort. Ce n'est pas toutes les personnes qui m'ont élevé. Je pense que dans 70-80%, tous sont déjà décédés. C'est dommage. C'est dommage. Mais ça m'inspire beaucoup. Ça me choque, ça me désole, mais ça m'inspire beaucoup. Et je pense que c'est ce qui me fait aussi retourner à mes racines parce que je me dis, ces gens-là, puisque quand je retournerai, je ne les verrai plus. Il faudrait peut-être apprendre un peu plus sur ce qu'ils étaient, sur ce que nous sommes. Parce que la jeunesse africaine aujourd'hui, elle est très mondialisée. On suit beaucoup plus Beyoncé que Grace Deka. Voilà. On lit beaucoup plus Marc Lévy que Mabankou. On lit la littérature. Marc Lévy, bon, je ne dirais pas, mais on lit plus Voltaire que Nkrumah, par exemple, que Birago Job. Non, il faudrait quelque part retourner aux sources. C'est ce que je suis en train de changer. C'est en train de changer grâce à des gens comme toi, grâce à des gens qui
qui défendent justement l'africanité qui reste en nous tous. Donc nous arrivons à la fin de notre entretien, Max. Quels sont les rêves que tu aimerais partager avec nos amis de partout ailleurs qui suivent Mia? Les rêves. Moi, franchement, c'est pas un rêve, hein, mais peut-être je vais te dire le rêve après. Non, j'ai envie de danser du makossa. C'est drôle, hein, mais très souvent, à la maison, j'en mets à fond. Oui. À fond. Le plus souvent, quand on sent qu'on a perdu complètement le contact, on s'est dit, mais la seule chose qui peut nous redonner un peu de bonheur, c'est de retourner justement à cette musique-là. Oui. On est en train de parler là de la pointe de l'iceberg culturel africain. Oui. On est d'accord, parce qu'on n'entre pas dans les profondeurs des traditions et des coutumes africaines. Là, j'aurais un tonnerre de critiques à faire. On reste là dans la superficie. Et pourquoi je voudrais danser le makossa? Ça, c'est le rêve. J'aimerais bien retourner une fois et trouver ma mère comme je l'ai vu hier, et qu'on ait un sentiment d'aboutissement. Aboutissement. Dans l'aboutissement, il y a beaucoup de choses, je ne vais rien citer, mais qu'on ait un sentiment d'aboutissement, qu'on l'a fait finalement. Ouf. On l'a fait, vous me comprenez, c'est pas facile quand on est en Europe. On a l'impression de se décarcasser, de devoir redoubler d'efforts, faire plus que les autres, pour prouver. Et en même temps, on se dit, mais j'ai pas envie de prouver, j'ai envie d'être moins. Mais il faut prouver. Et j'aimerais qu'un jour, je me dise, non, il n'y a plus rien à prouver, tout est fait. L'aboutissement. Mais je ne sais pas si ça va arriver un jour. En attendant, je vais quand même danser le makossa. Alors, c'est ce que nous te souhaitons, c'est ce que nous souhaitons, hein, en ce début de 2013, avec cet ouvrage que tu nous as offert à travers ces histoires, ce récit. Est-ce qu'il y a quelque chose encore, une brochette sur le feu là? Moi, j'ai été étonné. J'ai été étonné quand même par votre invitation, surtout par le mail d'invitation et tout. Je me suis dit, mais quand même, les thématiques abordées dans 39 rue de Berne ne sont pas, comment dire, très amies comme ça avec l'Afrique. Il y a une bonne partie de politique qui critique la traite des femmes, l'homosexualité et tout. On se dit, quand même, Mia, ils m'ont invité. Ah bon? J'étais surpris. Avant de répondre à ta question, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a motivé. Alors, ce qui nous avait motivé, c'était la fraîcheur de parler d'une histoire comme celle-là, parce qu'on en pleure à certains moments, hein, quand elle se rend compte de ce qu'il attend. Que c'est dit en quelques phrases comme ça, presque à demi coupées, et on en pleure. Quand on est africain, on en pleure. Je pense que les mamans qui le lisent, beaucoup qui ont passé par des histoires pareilles, doivent moins rigoler que nous. Parce que nous, on comprend la deuxième partie du deuxième degré, voire troisième qu'il y a dedans. Et au pays, je pense, les filières, puisqu'il y a toujours l'Occident qui brille là-bas. C'est étonnant. Alors c'est ça, c'est étonnant. Toutes ces petites questions. Je pensais récemment, mais comment on fait pour avoir les visas? Les filles qui sont prises, comment elles font pour avoir les visas? Elles se présentent à l'ambassade, mais tout est pourri. Alors nous, on a lu là-dedans qu'il y a des philanthropes. Des philanthropes bienfaiteurs qui font des choses. Alors on s'est dit, c'est ça. On a trouvé tout. On comprend pas. Nous entend, vous et moi, on a certainement eu quelques difficultés pour pouvoir avoir un visa en bonne et due forme. Il a fallu faire des va-et-vient. Mais là, on voit une fille qui facilement comme ça, elle n'a presque rien fait. Hein. Elle se retrouve dans l'avion et puis elle part.
Mais pour répondre alors à ta question, oui, je suis déjà en train d'écrire un autre bouquin qui sera, je dis une fois de plus, je n'écris qu'en partant de moi et de mes expériences. Okay. Le jour où je n'aurai plus rien à dire, que plus rien ne m'énervera, plus rien ne me choquera, alors j'arrêterai d'écrire. Mais alors espérons que ça n'arrive pas. Espérons que ça n'arrive pas. Ouais. Mais parce que j'ai tellement de choses qui m'énervent quotidiennement et je me dis, ben ça, il faut en parler. Moi, je n'écris pas, je ne fais pas de l'art pour l'art, je n'écris pas pour dire combien elle est belle la rose, bleue et tout. Non. J'écris parce que j'ai quelque chose à dire. Et le prochain ouvrage est très personnel même, comme ça. Ça vient de la maladie de ma mère, ce qu'elle vit maintenant. On se rend compte que c'est pas... il y a des moments, on entend souvent parler des maladies, et puis une fois qu'on est là, en face de la situation, on le vit différemment. Okay. Et ça m'a beaucoup inspiré. Et tout ce qui tourne autour, parce que, évidemment, tu as la mère qui arrive d'Afrique pour se faire soigner en Suisse, puis tu as tout autour, tout le monde qui gravite comme ça. Je peux déjà vous donner peut-être un passage parce que ça c'est drôle. Alors avec drôle. Plaisir. Écoutez attentivement. Alors, les médecins nous annoncent une très mauvaise nouvelle. Ils nous disent que maman n'en a pas pour longtemps. Et puis il y a toute la famille genevoise qui débarque dans la clinique catholique, très catholique à Lugano, en Suisse italienne. Et puis là, on voit toutes les mamans avec le cabangodo dans une clinique, quand même, j'entends une clinique privée, catholique, où les gens sont... Et puis on voit toutes les mamans qui commencent à pleurer dès l'entrée. Dès l'entrée, alors c'est tout le monde qui est sidéré. Qu'est-ce qui se passe avec toute cette masse africaine? Mais les femmes, elles ont fait le deuil, il n'y avait pas besoin de faire le deuil, on se dit que la personne se porte mal, elles ont commencé à pleurer de là jusqu'au 4e étage. Voilà. Donc toute la clinique a été alertée de ce qu'il y avait, la masse africaine. Donc il y avait quelque chose qui va se passer. Et qui finalement, heureusement, ne s'est pas passé. Mais c'est surtout cette façon théâtrale, comme on s'est pleuré chez nous. C'est cette façon de le faire comme ça dans la clinique. Et puis moi, quelque part, j'étais à côté, je tiens ma tante. Et puis, au fond de moi, je me dis, non, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Mais quand il faut jouer le jeu, la tenir longtemps, calme-toi. Mais c'était drôle parce qu'après ça, j'en ai parlé avec mes frères et mes sœurs et on a rigolé une fois de plus. On est en train de parler de maman qui est très malade, qui a un cancer notamment. Et là, on est en train de rigoler de ce qui s'est passé avec les tontes. On a le rire, l'émotion est nègre, disait Senghor. Mais moi, je pense que le rire est vraiment nègre. Le rire surtout. Merci beaucoup, Max. Merci à vous. C'est la porte à la prochaine œuvre de Max Lebec qui nous a fait plaisir de partager ce soir avec tous les mianotes. Allez jeter un coup d'œil dans votre librairie préférée et procurez-vous ceci si vous voulez en apprendre davantage. Bonne soirée. Singamusia malonge,